Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui plaît à énormément de monde. On va s'intéresser à la compétition automobile, voir comment celle-ci a donné naissance et impacté l'histoire de certains modèles. Nous allons découvrir comment des éléments techniques sont devenus des éléments stylistiques à part entière. Accrochez-vous, c'est parti! Dans les années 80, les voitures étaient sûres, économes et confortables. Elles répondaient aux besoins rationnels et durables d'une population. Mais malheureusement, elles manquaient sévèrement d'âme. Un contraste édifiant avec le sport automobile qui renda cette décennie épique, un truc de fou que l'on nommera le groupe B. Dans les années 80, le rallye se professionnalise. On voit alors émerger des voitures de plus en plus puissantes. Mais malheureusement, les pneus et suspensions de l'époque n'arrivaient pas à suivre cette montée en puissance et ne pouvaient tout simplement pas passer cette puissance au sol. La puissance était trop élevée par rapport au pouvoir de traction, le même phénomène que quand vous patinez sur la neige. Audi développe alors une solution utilisée sur les tracteurs et les camions, la traction intégrale. 4 roues motrices qui permettaient de répartir la puissance sur les 4 roues et non plus 2 comme auparavant. Cela permit à Audi d'aller beaucoup plus vite que ses concurrents sur les surfaces à faible adhérence. À partir de 1982, une nouvelle réglementation définit les voitures de course en 4 catégories. Le groupe A qui correspond aux voitures de grande production modifiées, le groupe B les voitures de sport modifiées, le groupe C les voitures sport prototypes et le groupe N les voitures standards de production. Et c'est la création de la catégorie groupe B en rallye qui va déclencher une vague de voitures complètement folle. Cette réglementation offre aux constructeurs plus de liberté, ce qui permet un développement plus rapide et moins coûteux. Seule grosse exigence, le constructeur doit produire au moins 200 exemplaires de sa voiture de sport pour en faire une voiture de course. 3 marques vont alors sortir leur épingle du jeu, Audi, Peugeot et Lancia. Le trio développe alors des modèles spécifiques pour homologuer leur voiture de course, à savoir l'Audi Quattro, la Peugeot 205 T16 et la Lancia 037. Chacune des marques va alors élaborer des véhicules hors normes qui vont adopter des conceptions différentes. L'Audi est doté de 4 roues motrices avec un moteur turbo à l'avant. Peugeot dispose également de 4 roues motrices mais avec le moteur turbo à l'arrière, pendant que Lancia reste fidèle à la tradition avec une 037 propulsion avec un moteur arrière atmosphérique. Les spéciales de rallye ouvrent alors la porte aux versions modifiées de ces voitures nouvelle génération qui sont affublées de leur livret de compétition ou des couleurs du sponsor principal. Cette génération de voitures hors normes intéresse le public et fait déplacer les spectateurs en nombre sur le bord de la piste. La discipline prend de l'ampleur et les voitures déjà très rapides voient leur performance s'améliorer d'année en année. Cette folie générale permet d'offrir un spectacle extraordinaire où les héros se battent derrière leur volant. C'est l'époque où la démesure technologique règne avec des machines beaucoup trop puissantes pour ces pilotes qui doivent les dompter à des vitesses vertigineuses. Cette discipline offre une visibilité médiatique inouïe et tous les constructeurs vont vouloir en profiter avec notamment l'arrivée de la Nissan Silvia, la Ford RS200, l'Opel Manta B400 ou encore la délirante MG Metro. Avec la concurrence, les 3 marques qui jouent la tête du championnat font évoluer leurs modèles avec des voitures qui s'approchent des 600 chevaux. L'Audi étant très lourde et donc moins rapide en virage, la Quattro se voit affublée d'énormes appendices aérodynamiques avec la Quattro E2. Des éléments que Peugeot va également apposer sur sa 205 T16 Evo 2. Lancia, qui a du mal à rester dans la course avec son handicap d'une voiture 2 roues motrices, va développer l'arme ultime, la Delta S4. Une voiture si bien conçue qu'elle permettra à Lancia de jouer de nouveau en tête des rallyes. Mais l'euphorie de la discipline mène à des drames tant du côté spectateur que pilote, et le groupe B se voit finalement arrêté en 1987. Considéré comme trop dangereux, il marque la fin d'une poignée d'années complètement folle. Et pourtant, 2 marques de prestige ont travaillé sur des modèles exceptionnels destinés au groupe B, mais qui ne prendront finalement pas les routes des rallyes. Ces marques sont bien connues du sport automobile car elles y ont fait leur réputation. Je veux bien entendu parler de Porsche et Ferrari. Le constructeur allemand a dévoilé en 1983 son concept 911 Groupe B, destiné à rejoindre la catégorie reine des rallyes, mais également conçu pour participer aux 24 heures du Mans. Malheureusement, la complexité technique de la voiture fit qu'à sa sortie, le groupe B avait disparu. Porsche décide tout de même de la commercialiser sous le nom de 959,
Une voiture qui, alignée au Paris-Dakar, permit à Porsche de l'emporter en 1986. À sa sortie, la 959 est alors la voiture de route la plus rapide du monde. En réalisant l'exploit d'aller à plus de 340 km/h, elle permit à son dérivé de course, la 961, de participer aux 24 heures du Mans, en étant la première voiture 4 roues motrices à participer à l'épreuve mancelle. De son côté, Ferrari a également développé une voiture hors norme pour le groupe B, la 288 GTO. Elle était alors la version homologuée de la monstrueuse 288 évolutionnée, qui comme la Porsche ne pourra se joindre à la bataille du groupe B faute à la disparition prématurée de la catégorie. Mais cette voiture n'est pas mort-née car elle servit au développement de la plus iconique des Ferrari, la très célèbre F40. La voiture se voit alors comme une sérieuse concurrente à la 959, au point d'être aujourd'hui la voiture la plus symbolique de ces années 80. Dans l'histoire, c'est finalement la Ferrari F40 et la Porsche 959 qui, à défaut de pouvoir se battre sur les spéciales de rallye, ont utilisé la simplicité de cette réglementation pour développer les deux voitures de route les plus démoniaques des années 80. Appendice aérodynamique et voitures extra larges sont alors les codes du sport automobile que vont reprendre les voitures de sport. Des voitures avec une technologie de pointe tant au niveau de la motorisation que des matériaux, car l'arrivée de la fibre de carbone sur les carrosseries aide les designers à jouer avec les éléments en permettant d'intégrer les appendices aérodynamiques directement dans la forme de la voiture. Ces voitures au design et conceptions extrêmes deviennent un rêve automobile et leurs prix atteignent des sommets. Désormais, on les achète davantage pour ce qu'elles représentent que ce pour quoi elles servent. Les voitures aux performances extrêmes et vendues en série limitée ouvrent un nouveau marché dans le secteur automobile. Des modèles d'exception que les clients s'empressent d'acheter. Dans les années 90, c'est une autre discipline qui permet aux voitures grand tourisme de revenir sur le devant de la scène. Elle permet aux constructeurs une nouvelle fois d'en exposer leurs bijoux technologiques via un nouveau championnat, le BPR. Acronyme de 3 grands passionnés de sport automobile, il permet aux gentleman drivers, c'est-à-dire les pilotes amateurs, d'entrer dans la course automobile avec leur propre voiture modifiée. Pour homologuer une voiture dans ce championnat, les conditions d'homologation imposaient des voitures de course le plus proche possible des voitures de route. Ce championnat ouvre la porte à des voitures modifiées telles que des Venturi, Porsche ou Ferrari. Plusieurs modèles également utilisés dans des championnats américains vont également débarquer sur le vieux continent, comme par exemple les RX-7 et Mustang GTO ou encore les Corvette Protofab. Mais la course des 24 heures du Mans participe également au retour de ces voitures grand tourisme dans le sport automobile. En effet, l'organisateur de l'événement lance en 1994 la catégorie GT1 comme porte-étendard de sa célèbre course annuelle. Le BPR accompagné des 24 heures du Mans intéresse alors bon nombre de constructeurs qui y voient un moyen médiatique extrêmement puissant pour faire parler d'eux. Une opportunité en or pour communiquer sur des voitures plus proches de leur gamme. Presque toutes les voitures de sport vont alors obtenir leur version de course qui va courir aux 24 heures du Mans. Chez les Américains, ce sont les Dodge Viper et Panos GTR qui vont faire parler leur puissance. Du côté japonais, c'est la Honda NSX, la Skyline GTR et la Toyota Supra qui vont faire briller l'ingénierie nippone, alors qu'en Europe, la France déploie la Bugatti EB110, l'Italie la Ferrari F50 et Lamborghini Diablo, et l'Angleterre la Jaguar XJ220 et la redoutable McLaren F1. Et l'Allemagne dans tout ça? Eh bien les Allemands vont faire l'inverse de ce que les autres ont fait. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une voiture de route, la modifier pour en faire un véhicule dédié à la piste, ceux-ci vont développer des voitures de course qu'ils vont modifier pour en faire des voitures de route. La réglementation n'exige la commercialisation que d'un exemplaire pour l'homologation la première année, ce qui va permettre à Johann Dauer de récupérer la Porsche 962 du groupe C et en faire une voiture de route, la Dauer 962, afin de pouvoir courir en GT1. Mercedes et Porsche développent alors respectivement la CLK GTR et la 911 GT1, ce qui permet aux marques de se servir de l'aspect médiatique de la course pour communiquer sur leur nouveau modèle, à savoir la CLK et la 911 type 996. L'idée est alors de construire une voiture de course et d'y rajouter une carrosserie qui reprend les éléments de la voiture grand public. Phares, prises d'air et calandres servent alors à faire le lien entre le véhicule commercialisé et sa version de course. Les Japonais de Nissan avaient également rusé en développant la Nissan R390 et Toyota Europe, qui est basée à Cologne en Allemagne, suivit la même stratégie avec la Toyota GT1. Les voitures les plus performantes sur route sont alors des voitures de course adaptées aux différentes normes afin de répondre aux contraintes d'homologation.
Les voitures issues de la catégorie GT1 sont des voitures effrayantes dont le style suggère une efficacité redoutable à ne pas mettre entre toutes les mains. Malheureusement, les 24 heures du Mans abandonnent la catégorie GT1 à la fin des années 90 afin de reprendre les courses de prototypes en 2000. Cette réglementation aura permis jusqu'en 1998 de pouvoir acheter des véhicules à peine plus civilisés que les voitures qui gagnent des courses et qui font rêver la planète. N'ayant plus les 24 heures du Mans comme support de communication, les constructeurs de véhicules de prestige vont se tourner vers une autre discipline, celle-ci pleine de paillettes, la Formule 1. Durant les années 90, la Formule 1 a énormément évolué sur le plan technologique, notamment grâce à l'électronique. La recherche de la performance ultime a amené les écuries à travailler sur des assistances à la conduite afin de permettre aux pilotes d'aller le plus vite possible. La voiture s'ajustait alors d'elle-même grâce à des noms barbares comme le TCS, le SP et l'ABS. Pour faire simple, le TCS évite de faire patiner les roues à l'accélération, le SP de perdre le contrôle de la voiture, et l'ABS de bloquer les roues lors du freinage. Autre révolution, la démocratisation du passage de vitesse au volant. À l'origine, les pilotes passaient les vitesses à la main grâce à un levier de vitesse comme dans les voitures traditionnelles. Un temps précieux pouvait alors être gagné sur le passage des rapports. Les ingénieurs se sont donc penchés sur une nouvelle façon de passer les vitesses et des palettes sont alors apparues derrière le volant, permettant ainsi de monter ou baisser les rapports de vitesse plus rapidement tout en gardant les mains sur celui-ci. Toutes ces innovations inaugurées en Formule 1 vont découler peu à peu sur les automobiles de route, à commencer par les véhicules de prestige. Deux constructeurs vont alors se servir de leur présence en catégorie reine afin d'en développer des voitures à la pointe de la technologie, Ferrari et McLaren. Les deux marques de prestige vont alors dévoiler respectivement la Enzo et la SLR, dont la conception et la technologie est issue directement de la Formule 1. Ainsi, les voitures sont fabriquées grâce à une monocoque en fibre de carbone, matériau composite qui allie rigidité, légèreté et robustesse. La monocoque est en fait le squelette de la voiture, d'abord utilisé en Formule 1, et qui permet maintenant d'avoir un squelette en une seule pièce fabriqué à l'aide d'un matériau composite, ce qui réduit le poids et augmente surtout la rigidité de l'ensemble. Mais pour ce qui est du style extérieur, les deux voitures vont suggérer esthétiquement leur filiation avec la Formule 1 avec un imposant museau pointu qui part du pare-brise et qui se prolonge jusqu'à l'extrémité avant. Ce capot plongeant mène à de petites moustaches qui reprennent elles visuellement les supports des ailerons avant des Formule 1 de leurs écuries respectives. À l'arrière aussi, les voitures récupèrent des éléments apparents des voitures de course, à savoir le diffuseur arrière. Car cette pièce, bien qu'esthétique, permet avec la vitesse d'aspirer la voiture au sol et donc de la stabiliser pour aller plus vite en virage. Le diffuseur est alors un élément qui va se retrouver ensuite sur la plupart des voitures de sport. Mais du côté de Stuttgart, en Allemagne, on a bien senti que quelque chose se préparait. Porsche a donc élaboré en secret une voiture tout aussi spectaculaire, la Carrera GT. Même si son moteur est issu de la Formule 1, la firme allemande va esthétiquement rester dans une sobriété efficace propre à ses créations. Toutes ces voitures marquent un cap car elles font toutes plus de 600 chevaux. Mais dans la course à la puissance, c'est un constructeur français qui va s'imposer, mais alors largement. C'est évidemment la marque Bugatti qui, en dévoilant la Veyron, va de manière insolente passer un cap avec un moteur qui produit 1001 chevaux, ce qui en fera la voiture la plus rapide du monde en passant la barre des 400 km/h. Tous ces moteurs extrêmement puissants produisent énormément de chaleur, ce qui implique d'énormes contraintes pour les refroidir abondamment. C'est la raison pour laquelle toutes ces voitures sont affublées de nombreuses et larges prises d'air afin de dissiper au mieux la chaleur produite. D'autres constructeurs plus confidentiels vont eux aussi récupérer ces codes afin de créer leur propre hypercar comme Pagani et Koenigsegg avec la Zonda F et la CC-XR. Aston Martin et Lamborghini profitent également de cet engouement pour les voitures haute performance pour sortir la 177 et la Reventon. Mais le prestige ne va pas s'appliquer qu'à la forme et à la technologie de ces voitures, car il va se retrouver plus finement dans les détails. Les années 2000 sont les années bling bling, et pour pouvoir montrer la technologie, il faut la voir. Ainsi, tout est prétexte à être visible, à commencer par le moteur, à l'air libre pour celui de la Bugatti, sous la vitre arrière pour la Ferrari, et un mélange des deux pour Porsche qui le recouvre d'une élégante grille métallique. De la même manière, on travaille sur l'ouverture des portes afin qu'elles soient spectaculaires. On voit alors se démocratiser des portes en élytres, des portes inspirées des élytres des insectes. Celles-ci ne s'ouvrent pas sur le côté mais vers l'avant, comme si les voitures allaient prendre leur envol.
Chacune des marques va ainsi se démarquer par un style propre qui va perdurer jusqu'à inspirer les hypercars de la décennie suivante. À la suite d'une prise de conscience écologique, le monde change et notamment le sport automobile qui se métamorphose. À partir de 2009, les Formule 1 adoptent un système de récupération d'énergie appelé KERS. Le système permet de récupérer l'énergie au freinage afin de le restituer sous forme d'un boost de puissance. Les deux écuries Ferrari et McLaren vont donc introduire cette nouvelle technologie sur leurs véhicules de route, mais pas n'importe lesquels. En effet, comme on a pu le voir précédemment, depuis la 288 GTO, Ferrari a fait évoluer ses modèles les plus prestigieux de sa gamme, en passant par la F40, la F50 jusqu'à la Enzo. C'est donc la remplaçante de cette dernière qui inaugurera les hypercars hybrides, une Ferrari pas comme les autres, car son nom sera la Ferrari. De son côté, l'écurie McLaren avait dans les années 90 développé la voiture la plus aboutie de son époque, la McLaren F1. S'en est suivie la collaboration avec Mercedes pour donner la SLR. Mais à partir de 2011, McLaren s'est lancé dans la création d'une gamme complète de voitures de sport afin de concurrencer les marques les plus prestigieuses. Il fallait donc une vitrine technologique symbole de leur volonté de pénétrer ce marché et c'est ainsi qu'est née la McLaren P1. Une voiture qui crée le nouveau langage stylistique de McLaren tout en fluidité. Mais il n'y a pas que la Formule 1 qui s'est intéressée à l'électrique. La grande course des 24 heures du Mans a vu aussi des voitures de course hybrides arriver et notamment le retour de Porsche chez les prototypes. Comme la Ferrari 288 GTO, la 959 n'a peut-être pas participé au groupe B, mais elle donnera elle aussi naissance à une lignée de voitures incroyables avec la GT1, la Carrera GT et cette nouvelle hypercar hybride, la Porsche 918. Esthétiquement, ces hypercars nouvelle génération se démarquent de leurs aînés par des éléments plus travaillés, voire raffinés. Les prises d'air auparavant imposantes deviennent des éléments esthétiques qui sont travaillés dans l'esprit global de la voiture. L'italienne garde l'esprit de la Formule 1 en y apportant une touche plus élégante. L'anglaise mise sur l'aérodynamique avec ses lignes qui jouent sur la fluidité. La firme allemande va comme à son habitude reprendre les recettes gagnantes du passé pour en faire une version plus moderne. De son côté, Bugatti améliore les techniques développées sur la Veyron qui se trouve un caractère stylistique propre. Bien qu'elle ne reprenne pas les systèmes hybrides de ses concurrentes, la Bugatti Chiron reste une voiture de l'extrême car elle développe désormais 1500 chevaux, tout aussi ridicule qu'essentiel pour frôler la vitesse maximale de 500 km/h. Mais le plus intéressant, esthétiquement, est peut-être ce que l'on ne voit pas. Pour aller vite, il faut de la puissance, et ces voitures en ont, car elles développent toutes plus de 800 chevaux. Mais dans les virages, c'est l'appui aérodynamique qui vous fait aller plus vite, et c'est ce qui permet à la voiture de rester collée à la route. Les différentes marques vont alors intégrer dans leur design de l'aérodynamique active. Je m'explique. À l'image des voitures de course, les ailerons servent à appuyer la voiture au sol. Malheureusement, ces éléments très techniques sont devenus disgracieux pour les lignes très travaillées de ces bijoux automobiles. Les designers ont donc trouvé différentes solutions afin d'intégrer ou cacher ces appendices en ayant la possibilité de les rendre actifs ou non. Porsche a peaufiné celui de la Carrera GT afin de le rendre plus efficace avec des traits plus modernes. McLaren et Bugatti utilisent la carrosserie de la voiture afin de ne pas dénaturer l'esthétique globale du véhicule, pendant que chez Ferrari, on choisit la discrétion au point de ne pas deviner que la voiture possède un aileron arrière avec un dispositif qui rentre et qui sort de la poupe de l'hypercar. Les véhicules nouvelle génération se sont donc adaptés à la politique environnementale en intégrant des systèmes électriques pour en augmenter les performances. Quant à l'esthétique, les designers ont su allier style et ingénierie afin de réaliser des voitures aussi harmonieuses esthétiquement qu'ingénieuses technologiquement. Un compromis stylistique qui va partiellement disparaître avec des variantes exclusivement destinées au circuit avec la FXXK, 918 RSR et P1 GTR. Ces voitures sont vendues à des particuliers afin de se faire plaisir avec sur circuit mais n'ont pas vocation à faire des courses. Cela permet d'ouvrir un nouveau marché de véhicules exclusifs, cette fois-ci destinés à la piste, à l'image d'Aston Martin et Lamborghini, qui se joignent à la partie avec la Vulcan et les Sensa SCV12. En 2021, l'ancienne catégorie GT1 des 24 heures du Mans revient sous le nom d'Hypercar, c'est alors que tout devient possible. Ainsi, on voit arriver des concepts hypercar ultra aboutis, ayant chacun son propre chemin vers la performance.
La moindre présentation d'une voiture de sport est sujet d'intenses questions sur l'arrivée ou non de la voiture dans cette catégorie. Les spéculations sont lancées avec Mercedes qui utilise le moteur de la Formule 1 hybride pour le mettre dans la Project One. La filiale de l'écurie de Formule 1 Red Bull Technology va elle développer une voiture qui mise sur l'aérodynamique en collaboration avec Aston Martin avec la Valkyrie Pro. Toyota, Peugeot et Porsche confirment leur présence, au contraire de Bugatti qui présente la bolide sans donner plus d'informations sur le sujet. Bien qu'étant inaccessibles, ces voitures jouent un rôle primordial dans l'acceptation et la démocratisation technologique. C'est en allant dans l'extrême, voire le ridicule, que les plus grandes avancées technologiques ont permis de devenir évidentes le jour où la population comprend le sens de son développement. Pour résumer, le groupe B a permis de vendre des voitures de route dont les technologies sont issues directement de leurs dérivés de course, des caractéristiques qui vont se retrouver par la suite sur les modèles les plus prestigieux des années 80. Cet engouement pour les super sportives pousse la catégorie GT sur le devant de la scène. Celle-ci va mettre au monde des monstres sur roues, les GT1. Mais à partir des années 2000, les voitures de route prennent leur indépendance avec la naissance des hypercars. Des voitures qui n'imitent plus les voitures de course, mais qui s'en inspirent fortement. Les hypercars hybrides suivent la tendance et deviennent de dignes descendantes en étant à la fois plus intelligentes et plus raffinées. Et la nouvelle réglementation hypercar des 24 heures du Mans pour 2021 ouvre la porte à une nouvelle génération de voitures ultra performantes pour la prochaine décennie. Affaire à suivre. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire. Tiens, ça pourrait faire une petite danse. Pouce, commentaire, pouce, commentaire, pouce, commentaire, pouce, commentaire. Bon, n'hésitez pas à parler justement de toutes ces voitures de sport dans les commentaires, me dire laquelle est votre préférée, si vous avez des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser. En attendant, portez-vous bien. Ciao!